Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique d'abord sans spoiler puis avec de Dark Phoenix qui marque plus ou moins la fin des X-Men tels qu'on les connaissait au cinéma jusqu'à présent. Une conclusion qui est plutôt ratée si on en croit la majorité des critiques, mais justement on va pouvoir en discuter. À la tête de ce Dark Phoenix qui est sorti en France le 5 juin, on retrouve Simon Kinberg qui produit et qui scénarise des films pour la Fox depuis un bon moment maintenant. En effet, il est producteur de la saga X-Men depuis X-Men le commencement ou First Class en 2011 et il était déjà crédité comme scénariste sur The Last Stand X-Men 3 en 2006. On peut dire que Kinberg a produit des films très réussis comme Logan et a participé au scénario de véritables catastrophes comme la dernière version en date des 4 Fantastiques. Et sur Dark Phoenix c'est simple, il cumule tous les rôles, il est à la fois producteur, scénariste, mais aussi pour la toute première fois réalisateur. Et ce qui me saute aux yeux, c'est le double défi que représente un tel choix. D'une part, commencer la réalisation avec une machinerie aussi lourde, c'est chaud, et d'autre part, adapter l'arc de comics Dark Phoenix en un seul film, quand on connaît la taille et la richesse de l'histoire, on sait que c'est parfaitement impossible. Quoi qu'il en soit, à l'écran, le résultat de cette première tentative de réalisation, c'est quelque chose de beaucoup trop conventionnel au point d'en devenir vieillot, et je ne parle pas de classe, de classicisme, non vraiment d'une réalisation fade et vieillotte. Et d'une certaine façon, cette réalisation est en parfait accord avec des dialogues d'une pauvreté parfois gênante, quand on a des acteurs comme Jessica Chastain, Sophie Turner, James McAvoy ou Michael Fassbender, c'est un incroyable gâchis de ne pas leur servir un matériau de base suffisant pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Toutefois, le moins mal servi parmi tous ces acteurs, c'est certainement James McAvoy, puisque le film parvient à saisir certaines ambiguïtés, certaines parts d'ombre de Charles Xavier, tout comme les comics avaient pu les mettre en avant. Le film part quand même sur quelques bonnes intentions et quelques éléments plutôt bien adaptés des comics, mais le tout est souvent gâché par un traitement qui tombe presque systématiquement du drame au mélodrame et par certains choix d'adaptation qui semblent oublier les principaux messages de l'histoire originale. Alors je suppose qu'à ce moment précis de la critique, vous considérez que j'ai détesté le film, mais à vrai dire, je n'en attendais pas grand-chose et je l'ai trouvé simplement médiocre. Il faut savoir également que la production du film a été chaotique avec le choix de modifier totalement son dernier acte pour éviter notamment une trop grande ressemblance avec celui du film Captain Marvel. Visuellement, Dark Phoenix s'en sort plutôt bien, les quelques images d'ampleur cosmique sont réussies, et il me semble qu'attaquer le film sur ses effets spéciaux ou le rendu de ses séquences d'action serait plutôt injuste, même si on a déjà vu mieux ailleurs, j'en conviens parfaitement. Je dois bien dire qu'il n'est pas si évident de parvenir à comparer la qualité relative de X-Men 3, l'affrontement final, et de Dark Phoenix, qui sont tous les deux plus ou moins une adaptation de l'arc de comics du même nom, Dark Phoenix, mais on peut dire qu'il y a un peu plus de fidélité aux comics du côté du film très récent Dark Phoenix, même s'il reste quand même d'énormes différences. De l'autre côté, malgré les incroyables défauts de The Last Stand X-Men 3, on avait néanmoins l'alchimie à l'écran entre Famke Janssen et Hugh Jackman qui offrait au film un certain impact émotionnel au milieu d'un grand n'importe quoi. Du coup, tout bien pesé, je pense que Dark Phoenix est un petit peu moins mauvais que The Last Stand, mais ça ne se joue pas à grand chose. Je pense qu'il est certainement possible de venir voir ce film Dark Phoenix et d'en ressortir plutôt satisfait, mais à condition d'y arriver avec un véritable amour de la franchise X-Men avec tous ses défauts, et par exemple pour ceux qui ont aimé Apocalypse, pourquoi pas. Et puis même si on est loin de l'effet MCU, on a quand même plaisir à retrouver certains des personnages, et la notion de famille en péril est sans doute celle qui fonctionne le moins mal dans le scénario. Ceci dit, si vous êtes un fan du fameux run de comics de Claremont, Byrne et Cockrum de 1976 à 1980 et que vous espérez trouver dans cette adaptation quelque chose qui rende honneur au matériau d'origine, vous en ressortirez forcément consterné puisque cela relève déjà de la mission quasiment impossible avec un bon script et une bonne réalisation, et là on n'a ni l'un ni l'autre. Je vais maintenant passer à la partie avec spoiler de cette vidéo, et je considère aussi que vous avez vu les précédents films X-Men, même si je ne vais pas en évoquer beaucoup, du coup considérez-vous comme prévenu, et puis pensez à revenir voir la suite après avoir vu le film. A partir d'ici, je vais davantage vous parler de certains détails provenant des comics, puisque l'ambition affichée par Simon Kinberg et la Fox, c'était donc de proposer une bien meilleure adaptation de l'arc Phoenix Dark Phoenix par rapport à ce qu'avait pu rater The Last Stand, X-Men 3 si vous préférez, mais comme je l'ai dit auparavant, il est certainement naïf et encore plus certainement très prétentieux d'espérer pouvoir donner une bonne adaptation de cet arc de comics magnifique en un seul film.
Et pour évacuer la question tout de suite, oui, le teasing de la Force Phoenix à la fin d'Apocalypse, c'était complètement n'importe quoi, et ce film ne tente même pas de l'expliquer d'ailleurs. Dans les comics, on peut dire que l'impact principal de l'histoire terrible de Jean Grey provient de l'affect, aussi bien l'affect qu'a le lecteur envers ses personnages, mais aussi bien évidemment l'affect qui unit entre eux les membres de la famille X-Men. Je pense notamment à l'amour et à l'amitié très forte des autres membres du groupe pour Jean Grey, à commencer par l'amour de Scott Summers, un cyclope qui n'aura absolument jamais reçu le traitement qu'il mérite au cinéma. Alors oui, c'est vrai, Wolverine a déjà avoué dans les comics qu'il était lui aussi amoureux de Jean Grey, mais Jean Grey, elle, n'a Dieu que pour Scott Summers, un cyclope qui prouve à maintes reprises dans les comics qu'il est sans doute le meilleur, le plus intéressant, le plus apte à diriger les X-Men, bien plus que Charles Xavier. Ororo, ou Storm si vous préférez, considère Jean comme une petite sœur à protéger, et Piotr Rasputin, alias Colossus, est de toute façon super gentil et protecteur avec tous les autres X-Men et tout le monde en général. Quant à Nightcrawler, enfin, il voit Jean comme une amie très précieuse, presque une sœur également, à vrai dire. Et très clairement, cette notion de famille reconstruite, prenant chacun des individus isolés qui forment les X-Men et qui ont été durement touchés par la vie auparavant pour la plupart d'entre eux, est consubstantielle de l'âme de ce groupe mythique, et c'est bien plus vrai pour les X-Men que pour les Avengers par exemple. Et si la saga Phoenix Dark Phoenix est autant appréciée de par le monde depuis sa parution, eh bien c'est certainement parce que les gens ont été marqués par la profondeur des personnages, de leur motivation, par la richesse du scénario qui parvient à allier le drame personnel avec les enjeux cosmiques, avec notamment l'introduction de l'Empire Shi'ar par exemple. Dans le film, le moment le plus fidèle aux comics est certainement son introduction avec le sauvetage d'une navette de la NASA en péril, mais déjà là, les différences restent très nombreuses. Pour commencer dans les comics, c'est Jean Grey qui prend la responsabilité de se sacrifier pour permettre aux astronautes, mais surtout au reste de son équipe, de survivre. Et ces derniers instants sont particulièrement durs, même graphiquement, pour la partie qui permet de découvrir ces quelques derniers instants de Jean Grey dans le cockpit, et alors que son enveloppe charnelle, corporelle, son incarnation précédente est aux portes de la mort, elle rencontre cette entité, le Phénix, qui lui propose une nouvelle chance. Par ailleurs, du fait de la place de Mystique dans les précédents films X-Men, elle se retrouve propulsée en chef de groupe et prend clairement la place de Cyclope. Mais pour revenir sur Jean Grey, je trouve que la notion de responsabilité et de culpabilité du personnage, qui est si importante dans les comics, est gérée de façon plutôt maladroite dans le film. Pour saisir un exemple particulièrement frappant de ce que je viens d'évoquer, il faut en passer par Vuk, le personnage de Jessica Chastain. Vuk appartient à l'espèce extraterrestre des Bari, dont la principale fonction dans les comics consiste à peser terriblement sur la conscience de Jean Grey, puisque sous sa forme de Dark Phoenix, elle a causé la destruction de leur planète avec ses 5 milliards d'habitants, en absorbant l'étoile de leur système. En effet, la Force Phoenix, aussi ancienne que l'univers, est aussi destructrice que créatrice, avec dans les deux cas un potentiel quasiment illimité. Toutefois, en s'incarnant en Jean Grey, elle devient sensible aux passions humaines, et dans tout un développement scénaristique qui serait trop long à développer ici, Jean est poussée dans les comics par un super vilain manipulateur à céder à ses pulsions les plus sombres, et sa psyché ne parvient plus à limiter le complexe de toute puissance et d'impunité qui s'exprime alors. Autre élément essentiel pour bien comprendre l'histoire de Phoenix et de Jean Grey dans les comics, un événement qui survient avant la destruction de la planète des Bari, c'est lorsque Jean Grey, grâce à la puissance du Phénix, va sauver l'univers entier en empêchant un espèce de super trou noir de sortir d'un cristal. En résumé, vous l'aurez compris, le film fait l'impasse sur deux moments clés de l'histoire de la progression du personnage de Phoenix dans les comics, à savoir le moment où elle va sauver l'univers et le moment où elle va faire preuve du danger monstrueux qu'elle représente. Et il me semble qu'on passe complètement à côté du potentiel de l'histoire en déconnectant la destruction de la planète des Bari de la responsabilité personnelle de Jean Grey. Et oui, au lieu de ça, on remplace la mort terrible de 5 milliards de personnes par celle de Mystique dans des conditions un petit peu ridicules en plus. Super. Du coup, ces extraterrestres, qui sont les seuls rescapés de leur espèce car absents de leur planète au moment de son explosion, semblent arriver de nulle part uniquement pour fournir de la chair à canon, lambda, au cours de la bataille finale. Et pire encore, ils apparaissent comme de simples méchants classiques, des créatures amorales, alors qu'ils devraient être motivés par leur soif de vengeance envers Jean Grey, personnellement, et puis de toute façon, le choix d'inclure les Bari de cette façon dans le film, c'était complètement casse-gueule. Et on fait donc l'impasse sur le moment de gloire de Phoenix, mais aussi sur tout ce qui va avec, et notamment l'intrigue de l'Empire Shi'ar et de Lilandra. Alors certes, je reconnais qu'il est quasiment impossible de traiter correctement cette histoire en un seul film, mais en prenant conscience de cet état de fait, soit on ne fait rien du tout, soit on fait deux films, mais pas un seul film complètement édulcoré et qui perd l'essence de ce qui fait tout l'intérêt de l'intrigue.
Et jusque dans son final plutôt ambigu, le film ne parvient pas à saisir l'essence qui faisait l'importance du choix de Jean Grey dans les comics, un choix qui avait beaucoup marqué les lecteurs à l'époque, et encore ceux maintenant qui découvrent bien sûr ce run de comics, un choix qui consiste tout simplement à mourir pour emporter avec elle le danger incroyable que la Force Phoenix faisait peser sur l'univers, du fait de son incarnation dans l'enveloppe imparfaite et la psyché imparfaite d'un être humain. Et au passage, je vous propose de revenir sur une petite anecdote concernant les coulisses de la conclusion de cette grande épopée de comics, puisque c'est le rédacteur en chef qui chapeautait l'équipe Claremont et Byrne, qui travaillait depuis des années sur la saga Phoenix et Dark Phoenix, qui les a fait opter pour une mort définitive de Jean Grey. En effet, il lui semblait assez inacceptable qu'elle puisse survivre même sans ses pouvoirs, après avoir été à l'origine de la mort des 5 milliards de Barry. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais pour moi dans le film, on ne comprend pas vraiment ce que Jean est devenu, ni pourquoi la menace de cette puissance serait moins présente qu'au début. L'impossibilité pour un esprit humain de supporter une puissance divine semble finalement passer à la trappe pour une sorte de transfiguration qui se veut sans doute un symbole très maladroit de la puissance sans limite trop longtemps refusée aux femmes. Comme je le disais auparavant, les parts d'ombre, l'égocentrisme et les erreurs de Charles Xavier sont sans doute ce qu'il y a de plus réussi dans le film, et aussi l'adaptation la plus indirectement fidèle de ce qu'on perçoit de ce personnage distant dans les comics. Et au passage, on peut relever un petit clin d'œil sympa pour ceux qui connaissent les comics, avec la brève apparition de Dazzler, c'est la chanteuse qui fait un peu le son et lumière pour fêter le retour triomphal des X-Men de leur mission spatiale. Le scénario tente d'intégrer au mieux Hank McCoy et Mystique dans la notion de famille des X-Men, ce qui se fait au détriment de Storm, clairement, sans parler de Colossus, qui a été laissé de côté depuis longtemps. Toutefois, comme j'ai déjà pu le souligner, c'est surtout Scott Summers qui souffre de la place prise par Hank et Mystique, qui sont les véritables piliers de l'équipe, ce qui relègue Cyclope dans un rôle de love interest sans épaisseur ni charisme. Concernant l'absence de Wolverine qui a pu gêner, j'imagine, certaines ou certains d'entre vous, disons qu'elle était inévitable au vu de la situation de l'histoire des X-Men au cinéma, et puis le départ de Hugh Jackman tout simplement. Et puis est-ce que c'est si gênant que ça par rapport à l'absence d'autres personnages de l'équipe originale des X-Men, en tout cas l'équipe en place pendant Dark Phoenix? Pas tant que ça, puisque la notion de triangle amoureux, certes elle existe un tout petit peu dans les comics, mais elle est beaucoup moins importante que la place qu'avaient pu lui donner les premiers films X-Men. Et dans tout ça, on a Magneto qui se retrouve encore une fois à jouer presque les seconds couteaux, pas si puissants par rapport à la principale menace, une redite par rapport à la situation d'Apocalypse, et ce ne sont pas les mutants sans intérêt ni saveur qui l'accompagnent qui vont relever le niveau. Quant à cette conclusion dans cette fausse rue parisienne des années 90 avec des déesses qui passent comme ça au milieu de la rue, au café des vieux amis, entre Eric et Charles, que dire sinon qu'on est dans le cliché total et que la lourdeur de la voix off de Jean Grey ne vient rien arranger à l'affaire. De tout ça, on peut garder quelques séquences divertissantes, notamment dans l'espace ou encore le train, des pouvoirs mieux utilisés pour certains X-Men, un Quicksilver malheureusement inexistant et de bons acteurs sous-exploités. Ce sera donc cette fin pour la saga X-Men au cinéma, en tout cas sous la houlette de la Fox, et il faudra s'en accommoder, et on peut comprendre que certains fans se soient réjouis de voir que les rênes passeront entre les mains de Disney Marvel, et notamment Kevin Feige, qui est généralement assez bien inspiré. Et pour ce qui est de la forme que prendront les X-Men dans le MCU, puisque oui, ils intégreront forcément le MCU, eh bien déjà on peut dire que ce sera forcément avec de nouveaux interprètes pour éviter toute forme de confusion. Et puis quant au calendrier, on n'a pas de certitude, mais on sait que ce ne sera pas avant plusieurs années, sans doute pas avant 2024 ou 2025. Et puis il faut bien reconnaître qu'entre-temps ce ne sont pas les possibilités qui manquent, et je pense notamment aux 4 Fantastiques, et oui j'espère un reboot pour une version digne de ce nom au sein du MCU, et j'espère aussi qu'on pourrait avoir quelques bribes d'informations à ce sujet lors de la D23 Expo de Disney qui se tient en août qui arrive. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je sais que je n'ai pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps, et en plus dans les prochains jours je vais aller au festival d'Annecy, mais ensuite je devrais reprendre un rythme un peu plus soutenu. Je vous dis donc à très vite. Salut!